Bienvenue au podcast La Barre Haute, le podcast où on explore les récits inspirants, les stratégies de performance et les conseils pratiques pour atteindre nos objectifs dans divers domaines de la vie. Je suis Michael Cyr, kinésiologue, et c'est avec plaisir que je vous partage l'épisode d'aujourd'hui. J'ai découvert Sarah Baribeau lors d'une formation qu'elle donnait sur l'entraînement des femmes en pré- et post-natal. Sarah est kinésiologue, elle possède une maîtrise en lien avec son expertise, la périnatalité. Elle est fondatrice et présidente de Bougeotte et Placotine, une entreprise franchisée dont le but est d'offrir un service de kinésiologie et de formation spécialisée pour les nouvelles mamans ainsi que la clientèle féminine générale. Dans cet épisode, nous allons à peine survoler le sujet de l'entraînement en périnatalité. Il y a tellement d'informations qui restent à découvrir à ce sujet, tellement que nous avons déjà confirmé avec Sarah une suite à cette discussion. Sur ce, je vous dis merci et bonne écoute. Comment ça va? Comment était ta journée? Bien, quand même. C'était le fun ma journée parce que j'ai commencé avec une présentation de la formation 1.9 de la clinique du coureur aux experts, en fait, qui font la formation 2.0. Fait que c'est des gens de la France, majoritairement, ou de la Belgique, qui viennent chez Blaise, là, du Bois, à la clinique du coureur. Puis, fait que j'ai commencé avec eux ce matin. Fait que ça a comme bien commencé ma journée. OK. Puis, moi, j'ai un collègue, justement, qui est pro-fan de la clinique du coureur. Si tu pourrais juste peut-être expliquer c'est quoi un peu la différence entre le 1, le 1.9, rapidement, Ouais. après ça. Ben, tu sais, dans le fond, la clinique du coureur, là, c'est une série de formations axées sur la course à pied. Fait que, tu sais, ça commence avec, mettons, démystifier les douleurs. Tu sais, il y a vraiment plusieurs formations 1.0, 1.2, 1.3, 1.4 sur différents sujets autour de la course à pied. Puis moi, je collabore dans la 1.9, qui est la formation de la course au féminin. Okay. Puis le 2.0, c'est vraiment une cohorte d'experts là, tu sais, qui ont toutes fait les formations, qui là, ils viennent faire un séjour à Québec. Donc, on est certains des présentateurs des autres formations qui viennent, dans le fond, discuter un peu de notre formation. Fait que c'est super intéressant. Puis c'est de partager les connaissances, dans le fond, là, qui est vraiment le fun. OK, donc c'est vraiment des sections spécifiques, mettons, à des domaines dans la course à pied. Puis le 1.9, comme tu viens de le mentionner, c'est par rapport au santé de la femme et la course à pied. Ouais. J'ai bien résumé. OK. Donc, j'aimerais ça savoir toute une entreprise qui est démarrée en 2012, qui s'appelle Bougeotte et Placotine. Si tu pouvais, pour les auditeurs, expliquer un peu d'où est venue l'idée, puis qu'est-ce que c'est en fait cette entreprise-là aussi. Oui, en fait, je suis kinésiologue de formation. J'étais au baccalauréat à l'Université de Sherbrooke. Bac en kin, donc, tu sais, à ce moment-là, le bac en kin, on voyait pas beaucoup là, de pré-postnatal. En fait, à Sherbrooke, on en voit encore pas beaucoup. Là. Il y a d'autres bacs qui sont plus approfondis dans le domaine. Donc, j'ai fait mon bac. Moi, j'ai toujours été sportive. Là. Je prends le temps de le dire parce que ça a quand même un lien sur mon entreprise. Tu sais, j'ai joué basketball quand même, tu sais, collégial 3. Là, tu sais, ça prenait quand même de la place dans ma vie. Et jusqu'à, collégial 3, j'ai arrêté, j'ai eu besoin de prendre une pause et j'ai bifurqué vers le sport d'endurance. Donc, j'ai commencé l'athlétisme, le cross-country. J'ai vraiment aimé ça. J'ai toujours aimé m'entraîner. Là, c'est vraiment une passion pour moi. Là, ça fait partie de ma vie. Ça prend beaucoup de place dans ma vie. Je suis bien dans le mouvement. Donc, moi, tu sais, je me connais là-dedans depuis que je suis toute petite. Et dans le fond, j'ai toujours été passionnée par le mouvement, le corps humain, le potentiel du corps humain. C'est vraiment quelque chose qui m'intéressait, la biologie, la compréhension du corps humain, toute la logique en arrière. Donc, quand j'ai fait mon bac en kin, j'étais pas comme encore assouvie, là. Tu sais, je sais pas comment le dire, mais tu sais, j'avais encore des matières que je voulais approfondir. Puis j'ai des amis qui sont tombés enceintes à ce moment-là, puis on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de mythes, puis qu'on n'avait rien vu sur l'entraînement pré-postnatal. Donc, moi, j'avais déjà commencé à faire une maîtrise. Puis, ben c'est drôle, là, on va comme fermer la boucle, mais j'avais commencé sur la prévention des blessures à la course à pied. Fait que, tu sais, c'est drôle parce que là, maintenant, je suis comme formatrice pour la clinique du coureur, mais c'était mon premier sujet de maîtrise. Et j'ai dit à mon prof, j'aimerais ça vraiment changer mon sujet de maîtrise puis aller dans l'entraînement pré-postnatal, tu sais, trouver un sujet dans ce domaine-là. Donc, j'ai fait une revue de littérature. C'est vraiment pas une maîtrise, je suis pas embarquée dans un projet de recherche, là, c'était vraiment comme une revue de littérature. J'orientais beaucoup comment le kin, je faisais un microprogramme, un DESS en exercice thérapeutique parallèlement à ma maîtrise. Donc,
c'est comment le kiné peut faire comme par les exercices beaucoup la prévention des maux de dos et du bassin en lien avec la grossesse. Puis là, en faisant de ma revue littérature, là, j'ai appris vraiment beaucoup de choses que j'avais pas vues et je me suis vraiment rendu compte que finalement, personne ne savait rien. Donc, que ce soit les médecins, que ce soit les physios, que ce soit vraiment, là, j'avais une mine d'informations. Et entre-temps, tu sais, j'ai toujours suivi plein de formations connexes, là. Tu sais, pendant mon bac en kin, j'ai fait des formations de pilates, gymnastique sur table, TRX, accompagnante dans la naissance, aquapoussette. Tu sais, je suis quand même une personne proactive, je vais le dire. Me permets-tu juste d'ouvrir une parenthèse? C'est quoi de l'aquapoussette? C'est la première fois que j'entends ça. Je me rappelle, on était quelques amis du bac, on avait fait ça à Sainte-Julie. C'est comme l'aquaforme maman-bébé, puis le bébé est genre dans une comme bouée en forme de poisson, là. C'est pas mon préféré, mettons. J'étais plus intéressée par l'entraînement fonctionnel. Tu sais, vraiment postural, tu sais, la compréhension, encore une fois, du corps, puis me donner une banque d'exercices, tu sais. Puis, donc ça, c'était super intéressant. Donc, finalement, je suis moi-même tombée enceinte. Mes amis sont tombés enceintes. Là, moi, je suis tombée enceinte aussi. Puis là, je faisais ma formation de yoga prénatal, d'accompagnante à la naissance parce que je voulais accoucher en maison de naissance. Je voulais en connaître davantage. Puis, c'est là qu'est venue l'idée de dire, là, ça n'a pas de bon sens dans le fond. Moi, j'ai de l'information. Les mères, il y a comme des mythes qui sont entretenus. Tout le monde demande à sa voisine, mais tout le monde raconte n'importe quoi. Puis c'est comme, c'est illogique, là, que il y a comme 50% de la population sont des femmes, qu'il y a une partie de ces femmes-là qui vont avoir des enfants quand même en majorité, puis que, dans le fond, il y a personne qui a de répondre à leurs questions. Mm-hmm. Alors, j'ai dit à mon chum et à ma mère, j'ai dit là, on va ouvrir un centre, parce que ma mère, elle a commencé avec moi aussi. J'en vais, tu sais, puis on va ouvrir un centre, là, ça va être comme la taverne des femmes, là. Mais tu sais, c'est juste pour exprimer que je voulais que ça soit un lieu pour la mère. C'était vraiment un espace où on allait les éduquer, où on allait faire de l'entraînement fonctionnel, où il y allait avoir un espace café pour qu'elles discutent, contrer l'isolement. Puis on allait vraiment comme les accompagner étape par étape. Donc, c'était vraiment de créer des cours fonctionnels pour adapter à la femme enceinte et à la nouvelle maman. Donc, tu sais, j'ai décidé qu'à partir de 2 semaines postnatales, j'allais créer un cours qui s'appelle Premier pas de maman, puis on allait les éduquer, leur dire qu'est-ce qui se passe dans leur corps, puis étape par étape, on allait les accompagner. Donc, c'est ça. En 2012, on a ouvert le premier centre à Québec, puis ça a vraiment fonctionné quand même rapidement. Et en 2016, j'ai ouvert un deuxième centre. En 2017, j'ai ouvert un troisième centre dans la région de Québec. Puis en 2019, j'ai ouvert une première franchise. En 2019, au mois d'août, une autre. Puis à la fin de la pandémie, j'en ai ouvert une autre aussi. OK. Et on est là, présentement. Donc, tout est venu tout simplement d'une idée qui en fait, c'est pas une idée, c'est quasiment un manque dans les informations, dans les revues. Oui. D'un besoin, mais tu sais, entendons-nous que, je suis kinésiologue moi aussi, puis tu sais, oui, il y a un besoin flagrant, puis souvent quand on tu sais, mettons, je vais faire un parallèle, quand on fait le baccalauréat, comme tu dis, il manque des informations. Puis souvent, le baccalauréat, il évolue, donc il y a beaucoup d'informations qui s'ajoutent, mais en même temps, c'est tellement trop peu. Puis ensuite, ta formation, il y a de là, je pense, au moins 1 mois et plus, si je me souviens bien. Tu sais, j'ai quand même beaucoup appris. Je connaissais quand même le plancher pelvien, je connaissais un petit peu quand même certains muscles, mais de la manière de les activer, de les utiliser, ça, c'était vraiment quelque chose que j'utilisais plus ou moins souvent ou de manière assez optimale. Donc, on peut voir déjà que le contenu que tu proposes est quand même super intéressant. Merci. Puis, ça fait plaisir. Puis justement, la question aussi que j'aimerais te poser, c'est, admettons, ce serait à peu près, si on pourrait aller par rapport au mythe ou ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Oui. Surtout ce que j'entends, puis ce que j'ai appris avec ta formation, c'est au niveau du premier trimestre. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aussi? Est-ce que si on est sédentaire, on serait mieux ou modérément ou très peu actif? Est-ce qu'on peut commencer? C'est quoi en fait? Par rapport surtout au premier trimestre, parce qu'il y a beaucoup d'informations aussi dans le contenu que tu proposes, mais juste démystifier un petit peu les mythes par rapport à certaines phases de la grossesse. Dans le fond, il faut comprendre que à toutes les fois qu'on interdisait de faire l'activité physique, là, écoute, moi, quand j'ai commencé dans le temps, si je voulais faire un cours de yoga premier trimestre, il fallait que je signe une décharge. Mais la raison, c'est que les fausses couches, la majorité des fausses couches arrivent durant le premier trimestre. Mais c'est pas, donc ça l'a créé, je pense, un genre de
fausse croyance que faire du sport pouvait causer, tu sais, en faisant des décharges, en faisant signer des décharges, des choses comme ça. Mais dans le fond, là, c'est super clair, la recommandation d'activité physique chez la femme enceinte. Dès que tu sais que tu es enceinte, tu commences à bouger si tu bougeais pas. On vise 150 minutes d'activité physique par semaine. Puis là, quand on dit, la seule différence si tu étais active ou si tu l'étais pas avant, c'est que c'est sûr que si tu n'étais pas active, il va y avoir une progression. Puis peut-être tu réussiras pas à faire 150 minutes d'activité physique par semaine parce que c'est quand même un gros objectif de se dire, on prend une personne qui est sédentaire et on l'amène à être genre complètement active. Mais c'est la première recommandation chez la femme enceinte, dans le fond, c'est la première ligne, là. C'est, tu vois ton médecin ou même avant, tu as ton test positif, faut que tu mettes ça dans ton agenda. Faudrait que je me mette à bouger. Puis pourquoi? Parce que ça a été vraiment démontré que 150 minutes d'activité physique modérée, ça fait vraiment diminuer drastiquement les facteurs de risque d'avoir des maladies métaboliques, autant chez la mère que chez le bébé. Et jamais on dit que l'activité physique pourrait causer soit des bébés prématurés ou l'augmentation de fausses couches, etc. Bien entendu, à moins qu'il y ait une historique. Tu sais, on est rendu à 6 fausses couches, tu sais, il y a eu c'est une grossesse à risque, tu sais, mettons. Mais pour la femme en santé ou sédentaire, dans le fond, on veut qu'elle bouge. Après ça, ben la façon de bouger, va falloir respecter les contre-indications. Puis les contre-indications, c'est éviter le premier trimestre de l'hyperthermie. Donc ça, si on n'est pas acclimaté à la grande chaleur, puis qu'on s'en va en, je sais pas moi, en mois d'août au Mexique, puis on décide de participer à un demi-marathon, c'est pas une bonne idée. Au Mexique. Au Mexique. On n'est pas acclimaté ici au Québec là à des très grandes chaleurs, donc faire de l'activité physique sous des grandes chaleurs, c'est pas une bonne idée parce que le corps, à la base, la femme enceinte, sa température basale est déjà augmentée. C'est plus difficile à réguler au niveau justement de la température. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des risques pour le développement du fœtus et le développement du tube neural. Fait que ça, c'est yoga chaud, c'est non. Tu sais, on essaie de vraiment faire attention aux très hautes températures corporelles. Au niveau, ça, c'est une contre-indication. L'autre contre-indication aussi, c'est tout ce qui est sport où il peut avoir risque de chute ou d'impact. Donc, faut arrêter de jouer au basket, là. Ça, c'est pas nécessairement premier trimestre, c'est au contraire, là. C'est, tu sais, souvent, c'est quand la bedaine commence à sortir. Puis pourquoi c'est dangereux? C'est le risque de décollement placentaire. Donc, tu sais, le placenta, il est même pas formé, là, avant comme 10 semaines. Fait que, tu sais, c'est pas grave si les filles jouent au début puis ils savent même pas qu'ils sont enceintes. Sauf que quand on commence à avoir un ventre, quand on commence à avoir le placenta qui a été formé, ben, s'il y a un impact, mettons, au niveau du ventre ou au sol, en ski alpin ou peu importe, ben là, il y a quand même des risques de décollement placentaire. Donc, ça, faut faire attention. Il y a une autre contre-indication qui est plus d'ordre, je dirais conservatrice, c'est le soulèvement de charge en répétition. On a quand même démontré que le soulèvement de charge, tu sais, à répétition, pouvait augmenter les risques justement d'accouchement prématuré. C'est pour ça que dans les programmes de la CNESST pour les retraites préventives, on dit de ne pas soulever plus de 10 kilogrammes 10 fois par jour. Donc toutes les emplois là, tu sais, en usine ou des choses comme ça qu'on soulève des charges, ça va être à éviter. Mais c'est quand même discutable. Une haltérophile qui est habituée, qui a une musculature pour, peut-être que son corps va être adapté, on ne sait pas. Donc, tu sais, à ce moment-là, souvent, on décide de prendre le risque ou non. Fait que ça, c'est vraiment, finalement, les contre-indications qui pourraient mettre en danger le fœtus. Après ça, premier trimestre, au niveau de l'intensité, pour pouvoir avoir tous les bienfaits, tu sais, toute la prévention des facteurs, tu sais, de diminution de facteurs de risque, d'apparition de maladies métaboliques et tout ça, ben on vise une intensité modérée. Mais tu sais très bien que c'est ça les recommandations pour monsieur, madame, tout le monde aussi. 150 minutes. Donc, c'est la même chose pour la femme enceinte. Et dernièrement, il y a des études qui ont été faites au niveau de la haute intensité. Petit échantillonnage des femmes deuxième et troisième trimestre, puis on regardait des types d'entraînement comme des HIIT, là, comme des hautes intensités. Et on s'est rendu compte qu'il y avait aucun problème. Dans le fond, on pouvait faire 1 minute de très haute intensité, puis après ça, 1 minute de repos, mettons des blocs de 10 fois. Donc, l'entraînement durait moins longtemps, puis ça ne mettait pas à risque le bébé. Par contre, on va pas voir la très haute intensité. La très haute intensité, ça, c'est au-delà de 90% de la fréquence cardiaque maximale. Puis, c'est juste qu'on le sait pas. Tu sais, ça serait pas éthique de pousser des femmes et on s'entend quand toi puis moi, il y a pas grand femme enceinte qui va être capable de maintenir un entraînement en haut de 90% de la fréquence cardiaque maximale. Ben, c'est pas juste les femmes enceintes ou les femmes en général. En général. C'est surtout une personne qui n'est pas habituée de faire
ces intensités-là. C'est Mais ça. ça me fait penser aussi, quand on parle de 150 minutes d'activité physique modérée, on s'entend que pour une personne normale, comme là, tu as mentionné justement la personne qui est haltérophile, la fille qui est haltérophile, mais son modéré, pas la même qu'une Ouais. personne un petit Fait peu qu'on, moins active, qui n'a fait que pas la c'est ça même qu'on capacité. C'est ça qu'on veut. Dans le fond, on va faire ça, la perception, l'échelle de perception d'effort de Borg, ou on va vraiment utiliser le task text, le talk test, Le talk test. Ouais, le talk test, ça le va bien? test de la parole. Oui. Donc, pour aller chercher notre intensité modérée, on va vouloir être capable de parler, mais en ayant un léger essoufflement. Sauf que je trouve que l'haltérophile, c'est pas nécessairement un bon exemple parce que ce qu'on recherche, c'est quand même de l'exercice aérobique majoritairement. Donc, c'est pas du soulèvement de charge qui va aller chercher un effort constant aérobique. Donc, on va quand même recommander majoritairement des entraînements aérobiques et peut-être 2 à 3 fois d'exercices de musculation. Mhm. Là, j'ai parlé vraiment de ce qui est un peu dangereux pour le fœtus. Donc, ça, c'est sûr. Ensuite, c'est pour ça que j'ai créé Bougeotte et Pacotine, pour respecter le corps de la femme qui change. Donc là, c'est là que des fois, moi, je trouve ça drôle quand on dit, j'ai fait de l'haltérophilie jusqu'à, 40 semaines et j'ai un bébé en santé. Puis je suis comme, OK, mais comment va tes abdos et ton plancher pelvien, par contre? Tu sais, dans le fond, c'est juste de respecter le corps de la femme enceinte et de se dire, ben, on sait que son système ligamentaire n'est pas aussi efficient que d'habitude. On sait que sa musculature abdominale, elle est vraiment étirée, pas aussi forte que d'habitude. La ligne blanche, faudrait voir son apparence aussi. Les muscles du plancher pelvien, il y a déjà une augmentation de pression intra-abdominale. Si on ajoute à ça une méthode Valsalva, puis on ajoute à ça un soulèvement de charge au-dessus de la tête, faut quand même avoir des muscles et un système passif qui sont prêts, là, tu sais, à recevoir ça. Donc, dans le fond, c'est de se dire, c'est quoi qui est pertinent. Qu'est-ce qui est pertinent, en fait, pour une femme enceinte, là? Tu sais, c'est quoi les exercices qui sont pertinents à faire? Et ça, c'est mon travail. Mais puis juste pour faire une petite parenthèse, le Valsalva, c'est une méthode pour retenir son souffle lors d'une soulevée de charge. Fait que pour avoir un meilleur tonus. Fait que je voulais juste spécifier pour ceux qui savent pas c'est quoi. Ouais, c'est ça. C'est super efficace. Tu sais, dans le fond, c'est une méthode qui est vraiment performante pour soulever des charges parce qu'on veut augmenter la pression intra-abdominale pour générer plus de force. Donc, on l'utilise aussi lors de l'accouchement. Tu sais, on va dire à un bébé qui doit sortir vraiment vite, on va dire à la maman, inspire, bloque ta respiration et pousse. Par contre, pour le plancher pelvien, c'est pas une bonne idée, tu sais. Non. Fait que on va le faire pour le bébé, mais on le fera pas nécessairement si le bébé est pas en danger. Les recommandations, est-ce qu'il y a des variantes par rapport à quelqu'un qui c'est sa deuxième grossesse, sa troisième, là, ou c'est à la limite sa septième, peu importe? Non. Non, c'est exactement les mêmes choses. C'est exactement les mêmes recommandations. Par contre, il faut que les attentes soient différentes au niveau de la rééducation. Tu sais, donc, tout ce qui est plancher pelvien, là, tu sais, la science est claire, là. Je veux dire, c'est comme si tu te foules une cheville une fois, tu te foules 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu sais. Donc, c'est sûr que plus tu as de bébé, plus ton système ligamentaire a été stressé, plus tes muscles ont été étirés. Souvent, on va dire qu'au niveau du plancher pelvien, ça va être le premier accouchement qui va être le plus définitif. En fait, qui va être le plus impactant. Donc, si un premier bébé, il y a eu comme des grandes complications, des déchirures, tu sais, et tout ça, c'est sûr que pour les autres, on part avec des antécédents. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, mais au niveau de l'activité physique, tu sais, c'est respecter le corps de la femme enceinte, écouter les signes et symptômes. Tu sais, c'est ça, tu sais, les signes et symptômes pour la mère, là, au-delà de, mettons, sa respiration, son cœur, tu sais, des aspects vraiment de la santé, mettons. Tu sais, au niveau du plancher pelvien et tout ça, tu sais, on va éviter qu'il y ait des fuites, des sensations de lourdeur, puis une sensation de douleur, tu sais. Si ça arrive, faut pas en rire, faut pas ou en pleurer, mais tu sais, c'est de dire, OK, il y a quelque chose que je fais que mon corps, il est pas capable de tolérer présentement. Donc, je dois adapter mon entraînement, varier, diminuer, fractionner et ou aller consulter là en rééducation périnéale. OK. Puis ça me fait penser aussi, c'est super intéressant, puis j'aimerais ça aussi savoir au niveau de, mettons, là on parle de la grossesse, on parle du premier trimestre, et ainsi de suite, vraiment la période, on va dire, je vais appeler de cette traduction-là la périgrossesse, on va dire, puis la post-grossesse, tu sais, est toujours variée en fonction des personnes, et après l'accouchement, mettons qu'il y a une personne qui était vraiment active ou qui désire se mettre active après l'accouchement,
est-ce que ce serait quoi la différence? Ce serait quoi la recommandation? Parce que ça dépend aussi du type d'accouchement. Est-ce que c'est césarienne? Est-ce que c'est vaginal? Tu sais, le temps de récupération est différent. Puis on sait que c'est relatif quand même d'une personne à l'autre. Ça peut aller quand même jusqu'à 1 an, je crois, si je me trompe pas trop. Donc, là-dessus, des recommandations de base, ce serait quoi, en fait? Ben, tu sais, en fait, la première chose, tu l'as bien dit, ça dépend de chaque femme. Tu sais, chaque femme a son bagage, elle a son histoire, elle a sa qualité de tissu, elle a un nombre d'enfants ou elle avait pas d'enfants, elle était sportive ou non, elle s'était blessée ou non, elle avait des antécédents ou non, tu sais. Donc, vraiment, la femme est unique. Fait que ça, c'est une première chose. Ensuite, l'accouchement est unique aussi. Donc, est-ce que l'accouchement s'est bien déroulé? Elle a poussé longtemps, il y a eu des déchirures, instrumentation, césarienne. Donc, tout ça, ben, on sait qu'il y a des facteurs de risque plus importants que d'autres. T'sais. C'est sûr qu'on sait qu'un accouchement vaginal avec une grande déchirure, mettons 4, là, pour donner une idée, une déchirure grade 4, c'est comme ça déchire entre le vagin et l'anus. Là. Bien entendu, je veux dire, c'est comme pour une cheville grade 3. Je veux dire, il va vraiment avoir une bonne phase de récupération au niveau des tissus. Et là, la différence, c'est que la femme enceinte, elle, c'est difficile la récupération des tissus un petit peu plus qu'un athlète parce qu'elle dort pas, elle a un bébé, elle s'occuper, puis elle a encore des hormones souvent de grossesse dans son système. Donc moi, je dis tout le temps, plus on est proche de l'accouchement, peu importe l'accouchement qu'on a eu, notre histoire, faut quand même prendre des précautions parce qu'on est vraiment proche des stress. Donc, il y a une phase de récupération musculaire qui est là. Et en plus, on est encore pleine d'hormones de grossesse. Puis en plus, on est full fatigué, puis on est en train de récupérer pas juste des déchirures tout ça, là, juste comme émotivement de ce qui s'est passé dans l'accouchement. Donc, c'est un très gros stress, là. C'est un très gros stress. Pas mal, un plus grand choc dans la vie d'une femme, je dirais. Tu sais. Donc, et je fais de l'ultra-trail. Puis je peux témoigner. L'accouchement, c'est quand même quelque chose. Puis dans le fond, ce qu'on appelle le 4e trimestre, là, c'est une phase, moi, que j'appelle vraiment fragile. Les 3 premiers mois postpartum, il va y avoir une progression qui va être très lente. T'sais. On va réactiver la musculature. On sera pas toujours en position verticale. T'sais. Je veux dire, on veut donner un coup de pouce à notre système ligamentaire, à nos organes de remonter si on a été quand même poussés vers le bas, à nos tissus de pas toujours avoir le poids de nos organes, d'avoir des pauses. Fait on part vraiment comme si on avait une blessure, de dire, OK, je vais être quand même coucher, puis je vais être tranquillement debout, puis je vais activer ma musculature du plancher pelvien. Puis il y a certaines femmes que ça va aller vite, puis il y en a d'autres que ça va être long avant de sentir les contractions, puis qui vont sentir des lourdeurs, puis des fuites. Donc, ça va vraiment être trouver son rythme. Puis il faut voir la rééducation comme un continuum. Donc, après ça, ben, la femme que ça va plus vite, sa récupération, est allée voir peut-être sa physio, elle n'a pas de descente d'organes, sa contraction, elle est bonne, ben, elle va continuer de faire des exercices, puis elle va s'activer de plus en plus. Elle va intégrer des marches de plus en plus longues avec du dénivelé. Puis, tu sais, elle va tranquillement faire du renforcement de sa gaine abdominale. Ben, c'est sûr que là, moi, j'ai créé Premier pas de maman, fait que je pense que faut qu'elle vienne faire Premier pas de maman. Mais, tu sais, il faut faire l'activation de la musculature qui a été abîmée. Fait que là, il n'y a pas de secret. Tu sais, il faut travailler la musculature du plancher pelvien et des abdominaux aussi pour retrouver un corps qui va être fort, on veut qu'elle soit forte. Mais à côté de ce renforcement musculaire-là, on veut aussi qu'elle commence à s'activer, comme je dis, prendre des marches, faire de la natation, faire du ski de fond, peut-être des sports avec un petit peu moins d'impact et apprendre à gainer et apprendre c'est quoi les symptômes à éviter et qu'est-ce qu'on veut éviter pour qu'elle puisse s'auto-gérer aussi. Et comme n'importe quelle activité physique, la constance va faire une bonne différence. Puis, tu sais, au début, on va vouloir en faire souvent, pas longtemps. Parce que ce qu'on va rechercher, c'est de créer tranquillement des stress sur les tissus, s'ils sont prêts à en recevoir. Puis, on va vouloir créer ces stress-là souvent pour que le corps puisse se moduler, les tissus puissent devenir, tu sais, plus forts. Et donc, la pire affaire à faire, c'est être couché sur le dos puis se mettre à courir. Parce que c'est sûr que les tissus, on est allé au-delà de leur seuil de tolérance. Fait que, tu sais, ça se peut pas là qu'ils soient capables de tout bien gérer. Puis là, ben c'est là qu'il y a des problèmes. Fait que si on le voit comme un continuum, on peut vraiment être proactif dans notre mise en forme. Puis, tu sais, varier les périodes de repos, les périodes, puis d'augmenter l'intensité et de s'observer. Puis, tu sais, tranquillement, moi, je dis à mes mamans, souvent, ça va être plus autour de 3 mois. Là, on dirait que naturellement, elles se sentent prêtes autour de 2 mois et demi, 3 mois. Puis, les dire, ça, je serais prête à aller courir. Puis là, ben, je suis comme, t'es rendu où quand tu marches? Tu sais, tu vas-tu en montagne? Puis, est-ce que, tu sais, t'as des symptômes après? Puis là, ben, je leur dis, ben, tu sais, tu pourrais juste comme courir 30 secondes autour de ton îlot. Tu sais, observe ce qui se passe, tu sens des lourdeurs, tu sais, observe après.
Bon, ben la prochaine fois, fais 2 fois 30 secondes. Puis fais 3 fois. Puis là, ben, on les embarque dans un programme de retour à la course comme ça. Fait que, tu sais, puis une fille qui faisait justement, tu sais, de la musculation, ben ça va être vraiment d'augmenter progressivement ses charges. Quand elle soulève des charges, est-ce que le fait qu'elle manque de la force abdominale fait qu'elle compense ou qu'elle fait la méthode Valsalva qui est pas une bonne idée après avoir accouché? Ou est capable de maintenir une bonne posture, de sentir son plancher pelvien qui vient se contracter. Elle est capable d'expirer quand elle force, tu sais, qu'il n'y a pas de compensation musculaire. Bon, ben, OK, je vais augmenter mes charges. Fait que, tu sais, je pense que faut vraiment voir la grande image dans la rééducation. Il y a des femmes que s'ils n'ont pas fait grand-chose, ça va être plus long. Puis il y a des femmes qui sont super proactives. Puis là, ben, tu sais, c'est tout ce mix-là avec comment était la grossesse, est-ce qu'elle était active, comment s'est déroulé l'accouchement. Fait que, ça fait 12 ans, là, mettons, que je forme, parce que dans l'entreprise, je forme mon équipe, puis je donne des formations à l'extérieur, c'est ça, les forces armées, ou BIA formation, ou expertise 360, ou la clinique du coureur. Puis, les gens cherchent souvent là, puis même, je dirais, des gynécos, puis des médecins de famille. C'est quand qu'on peut dire, c'est que moi, je fais beaucoup de conférences pour les mettre à jour, là. Okay. Là, on va faire un webinaire pour les résidents en médecine familiale de l'Université Laval, parce qu'ils n'ont pas ces connaissances-là. Puis, souvent, ils veulent des échéanciers, tu sais. Fait que c'est très difficile parce que, dans le fond, c'est pas... L'important, c'est tu peux commencer tout de suite. Puis, l'important, c'est que ce soit très progressif. Puis après ça, ben donc, selon quand tu as commencé, tu vas te rendre à la course plus rapidement. Mais si tu n'as jamais commencé, attends-toi pas à courir. Tu sais, si tu n'as pas commencé à faire des exercices, à même pas marcher, à pas prendre la position debout, ben attends-toi pas à ce que ta prochaine étape, ça soit de te mettre à courir 30 minutes en continu. Sans problème, tu sais. OK. Puis dans le fond, ça, c'est le même guideline, mais si la personne était inactive avant, puis que finalement décide pendant sa grossesse ou après de se reprendre en main, donc c'est tellement relatif à la personne, puis c'est, de ce que je comprends, c'est énormément subjectif comme information. Donc, tu sais, comme on pourrait très bien être super en forme, puis après ça, être complètement, je vais dire le terme entre parenthèses, détruit. Oui. Après l'accouchement, est-ce que là, la récupération est peut-être plus longue? Mais les athlètes, par contre, les femmes qui ont été actives là, durant la grossesse, ils ont une bonne proprioception, ces filles-là. Fait que même s'ils ont beaucoup de dommages tissulaires, des choses comme ça, ils vont souvent bien comprendre les exercices, ils vont sentir c'est quoi le transverse de l'abdomen, ils ont une bonne proprioception. Donc, je peux dire quand même que la récupération pourrait quand même se faire plus rapidement qu'une femme sédentaire durant la grossesse qui a vraiment eu qui a aussi été détruite lors de son accouchement, mettons. C'est sûr qu'être active pendant la grossesse, on le voit, là, c'est sûr qu'on récupère plus rapidement. Ça, c'est sûr. Même qu'être actif durant la grossesse, au-delà de prévenir les maladies métaboliques, c'est aussi que ça diminue les risques de toute instrumentalisation durant l'accouchement, période de travail actif qui va être plus raccourcie aussi. On récupère, ils sont en forme, fait qu'on récupère, c'est ça, plus rapidement. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup d'avantages, mais c'est sûr que c'est une série de facteurs de risque qu'on met un après l'autre, puis on se dit, mais tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi notre rôle de kin, je trouve, c'est amener les gens à être dans leur corps. Puis, tu sais, je trouve que nous, on essaie de sensibiliser ça durant la grossesse, la préparation à l'accouchement, parce que un accouchement, si t'es pas dans ton corps, t'es dans ta tête, tu passes à côté, là. Tu sais, t'es en train de sortir un humain de ton corps. Fait que c'est pas le temps de trouver une réponse à comment tu devrais te placer. C'est comme, écoute ce que ton corps te dit, place-toi de cette façon-là. Fait que, on essaie beaucoup de dire d'être connecté à ses intuitions puis à ses feelings et tout ça. Donc, en postnatal, on continue d'essayer de dire, écoute-toi, tu sais, il n'y a pas une recette toute cuite. On peut te motiver à être assidu. Si tu viens à nos cours, ça va te motiver à être assidu. Ça va faciliter la donne. On va te donner des outils. On va t'accompagner. Mais c'est sûr que c'est toi, tu sais, au bout du compte, qui va le sentir vraiment quand tu vas être prête à recommencer à courir. Tu sais, c'est un peu ça aussi quand je dis redonner le pouvoir aux femmes, là, tu sais. Et pas décider pour elles. C'est leur donner les outils pour qu'elles puissent faire des choix seules. Puis en plus, écoute, on a tellement été dans le survol du phénomène qui est le corps humain de la femme, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, malheureusement, si on commence à parler ensemble là-dessus, on finira jamais, parce qu'il y a beaucoup d'éléments, puis ça reste... des formations de 2 jours sur ce sujet. Exact. Donc, les meilleurs outils qu'on pourrait donner à, mettons, une personne, on va dire une femme qui est enceinte ou non, qui veut se prendre en main ou qui veut juste que tout se passe bien, serait quoi, selon
selon toi, les recommandations au niveau des services, au niveau des ressources qu'on pourrait bénéficier? Tu sais, il y a ton entreprise qui Bougeotte et Placotine, qui est aussi une page YouTube également, une chaîne YouTube, excuse-moi, où tu as certaines informations. Puis sinon, t'es déjà un service adapté pour ce qui est de la clientèle féminine, périnatale, postnatale, prénatale, tu sais, c'est super intéressant. S'il y avait d'autres outils qui pourraient venir combler, complémentariser un petit peu le tout, selon ton expérience, selon ton expertise, qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, tu sais, honnêtement, je veux dire, j'ai comblé un besoin. Mm-hmm. Il n'y a pas d'outils. Non, mais tu comprends, tu sais, dans le sens que je suis là depuis 12 ans, puis les outils auraient dû être créés par le gouvernement, tu sais. Donc, on en trouve quand même de l'information là sur le site du gouvernement, là, tu sais. Il va y avoir quand même des indications, quoi faire, ne pas faire et tout ça. Mais, tu sais, je dirais qu'il y en a des centres de la famille ou des centres qui vont offrir certains cours, mais, tu sais, je vais quand même dire que mon entreprise, on est les seuls qui exclusivement du contenu pour les femmes enceintes et les nouvelles mamans. Mais ça existe de plus en plus, tu sais, comme je dis, sur le site Internet, tu sais, du gouvernement, justement, on peut aller voir dans la section pré-postnatale, il y a des cours prénataux, il y a beaucoup d'informations dans le mieux vivre aussi, Naître et grandir. Moi, je collabore aussi avec la Naître et grandir. Il y en a quand même des capsules aussi. C'est vrai? Ah, cool. Donc, en plus que je suis abonné à ça. Ah, bon, mais tu sais, moi, j'ai fait quelques blogs, la musculation durant la grossesse, des choses comme ça. Fait que, tu sais, je pense que on peut en trouver. Ce qui est important, c'est de rester critique. Tu sais, je pense que c'est rester critique parce qu'il y a bien du oui-dire encore qui existe, là. Mm-hmm. Mais, puis, tu sais, on fait, nous aussi, de l'évaluation de la condition physique chez la femme enceinte. Donc, on a développé vraiment, là, tu sais, on est allé vraiment valider des tests qui pouvaient être utilisés aussi chez les femmes enceintes. Fait que, tu sais, c'est le genre de choses qui peut être intéressant pour une femme qui voudrait se mettre en forme. C'est commencer par une évaluation de la condition physique pour pouvoir avoir un entraînement privé. Mais écoute, j'allais créer une application pour prendre étape par étape, tu sais, avoir un suivi. C'est juste que à un moment donné, le budget pour partir des obligations, le budget puis le temps n'était pas là. Donc, puis je me suis comme dit, c'est le gouvernement qui devrait faire ça. Fait que la journée que le gouvernement va avoir un budget à sortir pour une appli de suivi de grossesse et postnatal, je vais être là. C'est bon. Puis pensais-tu des fois peut-être t'expansionner dans les régions éloignées? Moi, là, j'ai 28 territoires pour développer des franchises, puis j'en ai en région des territoires. Fait que oui. Okay. Faut juste que je trouve les candidats intéressés à ouvrir justement une franchise. OK. Écoute, je te remercie beaucoup de ton temps. Je sais que tu es très occupé, puis j'aurais continué de discuter avec toi. Fait que c'était un petit peu compliqué d'essayer de poser des questions qui permettaient à la fois d'aller chercher le maximum de réponses tout en étant le plus précis possible. Oui, ben écoute, absolument. On s'en reparle, puis tu me diras quel sujet tu aimerais plus élaborer avec moi. Ça me fait plaisir de te réinviter. C'était super intéressant. Ben, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Fais attention à toi. Merci. Bye.